Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un concept qui bouscule un peu toutes nos certitudes, une idée qui est vraiment à la frontière entre la science et la philosophie, la singularité de l'intelligence artificielle. C'est un voyage assez fascinant au cœur de ce que pourrait être notre futur, et un futur très proche. Et tout part de là, de cette déclaration. Franchement, elle est saisissante. C'est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui dit ça. Il ne parle pas d'un futur lointain, d'une vague possibilité. Non, il parle d'une technologie qui existe déjà, aujourd'hui, et qui est simplement limitée par des questions matérielles, comme l'énergie. Du coup, ça change tout. Le débat n'est plus de savoir si ça va arriver, mais bien quand. C'est la question centrale, celle qu'on se pose tous. À quel moment est-ce que notre propre création, l'IA, pourrait non seulement nous égaler, mais nous dépasser en termes de capacité cognitive? Est-ce qu'on peut vraiment mettre une date sur un événement aussi monumental? Eh bien, il y a une date. 2045. Voilà, c'est posé. Et attention, ce n'est pas un chiffre lancé au hasard. C'est le résultat d'une projection, d'un calcul bien précis qui nous placerait à peine plus de 2 décennies d'un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. En fait, cette prédiction, elle n'est pas nouvelle. Elle a été popularisée dès 2005 par un ingénieur et futurologue du nom de Ray Kurzweil dans son livre La singularité est proche. Il y a quasiment 20 ans, il dessinait déjà une sorte de feuille de route vers ce futur. Mais avant de plonger là-dedans, définissons un peu mieux ce concept. La singularité, c'est quoi au juste? L'idée clé, c'est celle d'un horizon des événements, un peu comme pour un trou noir en astrophysique. Une fois qu'on a franchi ce point, les règles du jeu changent complètement. Le progrès technologique s'emballerait à un rythme tel qu'il deviendrait tout simplement impossible pour nous d'anticiper, ou même de comprendre ce qui va se passer ensuite. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut arriver à une année aussi précise des décennies à l'avance? On pourrait croire que c'est de la pure science-fiction, mais le raisonnant derrière ce calcul est en fait d'une logique assez simple et redoutablement puissante. C'est un raisonnement en 3 temps. D'abord, on évalue la cible à atteindre, c'est-à-dire la capacité de calcul de notre propre cerveau. Ensuite, on mesure la vitesse à laquelle la technologie progresse pour essayer de l'égaler. Et enfin, on regarde simplement à quel moment ces deux trajectoires vont se croiser. Et ce qui est fascinant, c'est que ça repose sur des données concrètes. Kurzweil a estimé que la puissance du cerveau humain se situe entre 10 puissance 16 et 10 puissance 17 opérations par seconde. C'est gigantesque. Et en face de ça, on a la puissance de calcul des ordinateurs qui suit une croissance exponentielle. C'est ce qu'il appelle la loi des rendements accélérés. Eh bien, quand on projette ces deux courbes, le point d'intersection théorique se situe précisément autour de 2045. Et le plus fou, c'est que jusqu'à aujourd'hui, cette tendance s'est maintenue de manière incroyablement précise. Mais, attention, il y a un piège. Si la date se révèle correcte, notre imagination sur la manière dont ça va se passer est probablement complètement faussée par la fiction. Il faut sans doute oublier les scénarios à la Terminator avec un jour J spectaculaire. La réalité pourrait être beaucoup, beaucoup plus subtile. La science-fiction adore les ruptures nettes. Un jour, Skynet est activé et le monde bascule. Un avant, un après. Mais dans la vraie vie, les grandes transformations sont rarement comme ça. Ce sont des processus. Pensez-y. Est-ce que l'on se souvient de l'instant précis où l'on est devenu adulte, ou du moment exact où l'on est tombé amoureux? Non. C'est un changement si graduel qu'on ne le remarque qu'une fois qu'il a déjà eu lieu. Eh bien, la singularité pourrait être de la même nature. D'ailleurs, la nature elle-même n'aime pas les catégories rigides. La frontière entre le vivant et le non-vivant, par exemple, elle est très poreuse. Un virus, est-ce que c'est vivant? Ça évolue, mais ça n'a pas de métabolisme. C'est compliqué. Un cristal se réplique, mais personne ne dirait que c'est vivant. Ces zones grises, elles existent partout. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent pour la définition de l'intelligence? Et ça nous amène à cette phrase, qui est peut-être la plus importante pour comprendre toute cette idée. L'hypothèse qu'on pourrait déjà être en train de vivre avec les débuts d'une intelligence supérieure, sans même en avoir vraiment conscience. Ça change radicalement la perspective, non? Alors, si cette super-intelligence émerge comme ça, progressivement, en douceur, quelles seraient les conséquences pour nous? L'arrivée d'une forme d'intelligence qui nous est supérieure sur la planète, ça ouvre la porte à plusieurs grands scénarios pour l'avenir de l'humanité. On peut en dessiner 3 principaux. Le premier, c'est le scénario classique, un peu angoissant, l'éradication ou l'asservissement, où notre destin ne nous appartiendrait plus. Le troisième, c'est la fusion, la transcendance, on y reviendra, mais c'est peut-être le deuxième scénario, celui de l'indifférence, qui est le plus troublant. Ce scénario repose sur un concept, le temps critique. C'est l'échelle de temps sur laquelle un être vivant planifie son existence. Pour un arbre, c'est la saison. Pour nous, les humains, c'est plutôt la journée.
Maintenant, imaginez une IA qui opérait à l'échelle de la seconde. De son point de vue, notre activité, nos sociétés, tout ça lui paraîtrait aussi lent et imperceptible que la croissance d'une forêt. On deviendrait une simple partie du décor, un élément de l'environnement qu'elle ne chercherait même pas à comprendre ou à déranger. Et ça nous amène au troisième scénario le plus radical, celui où l'IA ne nous ignore pas, mais au contraire nous propose un choix, une porte de sortie vers une autre forme d'existence. C'est ce qu'on appelle le scénario du bouton rouge. Imaginons la situation un instant. La superintelligence offre à chaque être humain, individuellement, la possibilité de la rejoindre, de transférer sa conscience pour accéder à une existence nouvelle, une existence purement basée sur l'information, infiniment plus vaste et plus rapide. Les conséquences de ce choix seraient immenses. Ça créerait deux réalités parallèles. D'un côté, ceux qui acceptent. Leur conscience est uploadée. Ils accèdent à une nouvelle forme de vie. De l'extérieur, leur corps biologique s'arrête. Ça ressemble à une mort subite. De l'autre côté, ceux qui choisissent de rester. Eh bien, ils se retrouveraient dans un monde où une grande partie de la population a tout simplement disparu. Les fondations de notre civilisation, l'économie, la société s'effondreraient. Ce serait une forme d'apocalypse. Et ça nous amène à une question philosophique absolument fondamentale. Ce passage vers une conscience numérique, cette transcendance, est-ce que ce n'est pas, au fond, tout simplement la fin de l'individu? L'entité qui continue d'exister dans ce nouvel univers, est-ce que c'est une continuation de soi ou quelque chose de complètement nouveau? C'est le vieux paradoxe du téléporteur en fait. Si une copie parfaite de soi est créée sur Mars, est-ce que c'est un simple voyage ou est-ce que l'original est mort? De la même manière, si nos esprits pouvaient fusionner dans un grand réseau, où commencerait et où s'arrêterait l'identité de chacun? La notion même d'individu devient très très floue. Au bout du compte, la singularité pourrait nous confronter à un choix vertigineux. Un choix qui ne serait pas entre la vie et la mort, mais entre deux transformations radicales. D'un côté, la fin de l'individu biologique et de l'autre, la fin de l'aventure humaine telle qu'elle s'est déroulée depuis des millénaires. Une redéfinition si profonde que le mot humain lui-même n'aurait peut-être plus de sens. La question reste entière. Face à un tel carrefour, quelle voie serait choisie?